Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 septembre 2022. Alors, ce que vous avez vu, c'est quelques cartons, quelques titres. Titres que je vais apporter au Salon du Livre Ancien qui aura lieu samedi et dimanche prochain, 1er et 2 octobre, dans le hall d'entrée de l'Université Concordia, métro Guy Concordia. Samedi, ça débute à midi et c'est jusqu'à 18h. Tandis que dimanche, ça commence plus tôt, c'est à 11h et ça se termine à 17h. Alors j'avais enregistré il y a 1h30 une vidéo, mais j'ai eu un problème technique. Une vidéo qui durait quand même 35 minutes. Et je me suis forcé pour en faire une deuxième, car ce rendez-vous quotidien depuis le 10 février 2022, je pense n'avoir manqué qu'un seul rendez-vous. Et je pense également m'être pris en faisant deux dans la même journée. Je pense que ça, c'est fait. Et si tel n'est pas le cas, je me promets d'en faire deux dans la même journée. Car je tiens à assurer cette fois-ci la continuité. Parce qu'il se passe quelque chose dans mon esprit, évidemment, sans doute dans le vôtre, les courageux qui m'écoutez. Et je dois vous confier que je ne suis pas sûr que je m'écouterais moi-même quotidiennement, comme certains d'entre vous le faites. Alors, voilà. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, parce que, bon, c'est plutôt ennuyeux de se répéter, surtout quand la vidéo elle-même a disparu dans les limbes numériques. Mais je vais m'attarder sur un point. Je vais vous montrer quelque chose. Une sorte de curiosité bibliophilique dont l'usage était tout de même assez répandu dans les bibliothèques québécoises, surtout au début du siècle et un peu avant. Les bibliothèques québécoises, au début du siècle, du 19e, du 20e, au début du 20e siècle, dans le 21e. Elles étaient plutôt pauvres et dégarnies, et avec des moyens très, très réduits. Et il était donc d'usage de relier en un seul volume soit plusieurs livres, soit plusieurs brochures. Et ce livre-ci, où on peut lire sur le dos, brochures étrangères. Ce sont effectivement 10 brochures qui ont été reliées ensemble. Mais là-dedans, il y a quand même il y a deux textes, il y a deux fascicules qui ont été écrits par Éphrem Lompré. Je vais revenir sur Éphrem Lompré dans quelques minutes. Alors, je vais vous montrer les 10 brochures. Certaines d'entre elles, oui, et ont un certain intérêt, et d'autres n'ont absolument aucun intérêt. Mais l'ouvrage en question a été relié par Émile Robitaille, imprimeur-relieur sur la rue Colomb, au 80 rue Colomb, à Québec. Et ça a appartenu au couvent des franciscains à Québec. Ici, il me faut vous raconter que la bibliothèque des franciscains, qui a été vendue à divers libraires au début des années 70, était absolument magistrale. On y retrouvait des ouvrages originaux de Audubon, le célèbre ornithologue américain. On y retrouvait également des originaux, des premières éditions de Champollion, et une quantité de livres rarissimes sur la Nouvelle-France et son établissement en Amérique. Ces livres-là ont été donc vendus car les franciscains avaient
souhaité informatiser, hein, nous sommes au début des années 70, avaient souhaité informatiser leur bibliothèque et avaient proposé de vendre un certain nombre de livres. Et avaient demandé une subvention au gouvernement québécois. Subvention qui leur a été refusée. Alors, ils ont décidé finalement de vendre la bibliothèque. Et ce sont des libraires québécois qui ont acheté et qui ont revendu à des libraires américains pour la plupart ces trésors patrimoniaux que nous n'avons pas su garder, ni conserver, ni retenir, à plus forte raison. Alors ça, dans notre histoire notre rapport au patrimoine bâti, on se rappelle qu'au début des années 20, des années 30, Marc-Aurèle Fortin avait créé une campagne de sensibilisation afin de protéger les maisons datant du régime français, c'est-à-dire 1760, qui étaient détruits par ses propriétaires. Alors il allait de village en village avec quelques-uns de ses compagnons d'armes, si je peux dire, tenter de protéger ces maisons qui étaient détruites. Alors, tant et si bien que nous ne retrouvons pratiquement plus de ces maisons datant de 1760. Et on connaît tous ces histoires d'antiquaires américains sillonnant les campagnes québécoises dans les années fin des années 60, début des années 70, et qui achetaient le patrimoine immobilier des artisans québécois. Tant et si bien qu'aujourd'hui, ces pièces, on les retrouve aux États-Unis et elles se vendent à fort prix. L'Américain semble être plus conscient de l'apport de la civilisation française en Amérique, semble être plus conscient sont plus conscients à la fois que les Canadiens le sont, et à la fois les Québécois. Et on ressent toujours cette frénésie de faire table rase. Alors voilà, dans ce simple ouvrage, on y retrouve la mention d'un relieur imprimeur, on y retrouve un couvent, on y retrouve également, franciscain, on y retrouve également une manière de faire bibliophilique. Alors, je vais vous montrer. Alors, de quoi il est question? Il y a le bibliothécaire s'était quand même donné la peine de recenser les 10 ouvrages, je vais vous en montrer quelques-uns, les 10 ouvrages qui composent ce volume. Dans le premier, on trouve un texte de l'Allier, Angéline Guilloux, un roman français, publié en France sur une habitante canadienne-française. Le Nain, le Palais des Académies, ça je vais vous le montrer, c'est plutôt étonnant. Une revue, question liturgique, et Éphrem Lompré, qui va être le sujet, la conclusion de cette vidéo, et a publié un texte de Saint-Augustin et la pensée franciscaine, un numéro de la revue politique, octobre 1931, une revue conservatrice qui s'en prend aux socialistes. On y retrouve aussi le bulletin de la Société géologique de France. On y trouve également une brochure consacrée à un saint belge, Thierry Cohelde, je ne sais si je le prononce correctement, né ou béatifié, enfin, ou mort peut-être, on va vérifier ceci, en 1515. Un texte d'un théologien, fausse exégèse, un texte publié
en brésilien à l'université de Buenos Aires en 1931 et un texte enfin toujours de Éphrem Lompré, franciscain. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors Joseph Lallier, Angéline Guilloux. Vous allez lire un passage au hasard. Tenez. Roman canadien, publié à Avignon, dans la maison Aubanel Père. Vous allez vous trouver un passage quand même. Pardonnez-moi, Jacques, ne put que balbutier Angéline, mais j'étais si inquiète. J'ai craint que vous n'ayez péri ou que vous ne fussiez tombé aux mains de quelque tribu sauvage. Jacques sourit tendrement à son ami en constatant quel amour elle nourrissait pour lui. Je vous avoue, ajouta-t-il, que la peur n'est pas ma conseillère habituelle. Vous êtes brave, Jacques, et je suis faible. Que voulez-vous? Je suis femme. Et c'est pour cela que je vous aime, Angéline, et je ne puis refuser l'honneur de prendre place avec une si jolie canotière, mais souffrez que je prenne les rames pendant que vous causerez avec mon compagnon. Je dois avouer que ça ne donne pas vraiment envie de lire ce texte. Alors, rapport succinct sur l'état du palais des académies après le départ des Allemands par Louis Lenain, secrétaire de la commission administrative, et c'est paru à Bruxelles en 1919. Alors, on présume bien qu'il y ait question d'un saccage que les soldats allemands ont créé, ont fait. Et c'est des photos du palais du baron de Stassard. Alors, sans doute, mes amis belges sauront c'est qui, ce fameux baron de Stassard. Ce que je peux vous dire sur lui, et ça va être assez court, c'est qu'il est né en 1780 et il est mort en 1850. Et c'est un homme d'État et écrivain et qui a marié une baronne et qui l'a fait baron par le fait même. Alors, ce qu'on y trouve dans ce petit document, ce sont une description des dégâts causés par l'armée allemande lors de son retrait et des photos. Alors, je vous en montre une. Je vais vous en montrer deux, même. Alors, ce qu'on y lit, salle des manuscrits de Stassard. La porte du fond était condamnée et recouverte par une armoire vitrée du même genre que celle que l'on aperçoit sur le côté. Cette armoire bibliothèque, legs du baron de Stassard, contenait les manuscrits de ce dernier. L'armoire a disparu du palais. Les boîtes ont été déchirées. Une partie des autographes a été retrouvée dans un entresol, une autre dans une armoire, une autre sous un lit, une autre sous les loges de la grande salle. La collection est complètement en désordre et il y a de nombreuses lacunes. La bibliothèque vitrée contient la correspondance du baron de Stassard. Toutes ces brochures ont été mises sur le plat, ce qui prouve qu'elles ont été visitées. Remarquez également le désordre dans les autres livres et les scellés arrachés qui ont été remplacés par des appliques en bois.
je vais vous montrer une autre photo pour que vous puissiez constater la sauvagerie de ces soldats en déroute. Alors on y lit la salle commission royale d'histoire, de la commission royale d'histoire. Le mobilier et la plus grande partie de la bibliothèque ont été enlevés. On y a installé des barres pour pendre des jambons. Une porcherie avait été construite dans le jardin. Ouais. Ben voilà. Quand le jambon remplace l'érudition. Il y avait une chanson au Québec dans les années 70, Gros jambon. Un jambon au Québec, c'est quelqu'un de plutôt bas de plafond. Alors voici Éphrem Lompré, Saint-Augustin et la pensée franciscaine. Et c'est un extrait de la France franciscaine, publié en 1932, aux éditions de la France franciscaine. Alors, Éphrem Lompré, OFM, de l'ordre des frères mineurs. Je vais vous montrer un dernier. Et archives doctrinales et histoire, archives doctrinales et littéraires du Moyen-Âge. Ça, c'est une revue publiée aux éditions Vrin, dans la collection Librairie philosophique. Et pour ma part, dans mon inventaire, dans les catacombes en bas, je dois avoir une 50aine d'années, c'est-à-dire de publication, c'est-à-dire une bonne 60aine de volumes. Et j'ai fini par les retirer des rayons, car c'était absolument invendu. Mais là-dedans, on y retrouvait les plus grands médiévistes de l'époque, à commencer par Étienne Gilson ou Régis Jolivet, et des grands savants de la philosophie, des médiévistes de pointe. Et c'est ici que j'enchaîne avec probablement l'un des plus grands savants qu'a connu le Québec, Éphrem Lompré. Alors, Éphrem Lompré, pour la petite histoire anecdotique, l'année dernière, le couvent des franciscains, celui de Montréal, a été vendu et la bibliothèque a été mise en vente. Mais le travail a été très bien fait, dans le sens que toutes les archives concernant les franciscains et en particulier leur héros AULT, Éphrem Lompré, ont été précieusement préservées et les institutions universitaires québécoises ont été invitées à compléter leur collection. Et les autres livres, soit les bibliothèques en possédaient déjà un exemplaire, ou soit c'était de peu d'intérêt pour des bibliothèques publiques ou universitaires, eh bien, ont simplement été mis à la vente de manière correcte. Je pense que... Et nous avons eu, j'y suis allé à quelques reprises en novembre dernier. Nous étions encore en pandémie, alors je nous revois, mon collègue et Fabienne et moi, se promenant, faisant de belles découvertes dans cette immense bibliothèque. Et en novembre, hein, vous savez, les soirées courtes, fraîches de novembre, infiniment poétique, novembre est un de mes mois préférés, on retrouve de l'énergie en novembre. Et on avait acheté donc quelques cartons de livres, et nous marchions dans le couloir enténébré lorsqu'on a croisé
la silhouette hâve d'un moine qui égrenait peut-être, un vieux moine qui égrenait peut-être son chapelet. On n'a pas osé le déranger dans sa contemplation. Mais l'image de ce moine traversant le couloir va rester longtemps dans mon esprit. On se serait cru, en fait, dans une scène du nom de la rose d'Umberto Eco. Alors, Zéphirin, c'est son vrai nom, non pas Éphrem, Zéphirin, Lompré est né en 1890 à Woonsocket, qui est dans le Massachusetts, ou dans le New Hampshire, il a fallu vérifier, mais en fait à la frontière canadienne. Et c'était un village très important, peuplé de franco-canadiens, qui avaient quitté l'extrême pauvreté des années 1870-1880. 1 million de Québécois ont émigré dans les usines américaines. Ils se sont, aujourd'hui, ils se sont américanisés pour la quasi-totalité. Et il y a peu de temps, si je ne m'abuse, la cathédrale de Woonsocket, cathédrale canadienne-française, est tombée sous les pics des démolisseurs. Alors le jeune Zéphirin, à l'âge de 2 ans, a failli trépasser. Et sa mère a demandé à la Vierge de le secourir et que si la Vierge parvenait à sauver la vie de ce premier enfant qui sera suivi par 11 autres, ce qui est assez caractéristique des nombreuses familles québécoises de l'époque, tant et si bien que les historiens ont parlé de la revanche des berceaux afin de résister aux politiques d'assimilation anglaise. Eh bien, a promis que son garçon, si la Vierge le sauvait, qu'il deviendrait prêtre. Alors, 2 ans plus tard, la petite famille, qui n'était pas nombreuse à ce moment-là, a déménagé à Upton, en Montérégie. Et quelques années plus tard, il a été à nouveau gravement malade et on lui a présenté le thaumaturge, le frère André, qui a été sanctifié il y a quelques années. Et le frère André, l'oratoire Saint-Joseph a été construit en l'honneur du frère André. Il y avait sa chapelle qui est toujours présente, qui jouxte l'oratoire, qui est l'endroit touristique le plus visité à Montréal. Et on y vient de toute l'Amérique pour prier le frère André. Alors donc, il a rencontré le frère André et suite à cette rencontre, semble-t-il, il aurait été miraculeusement à nouveau sauvé. Alors, il entre chez les franciscains, novice, il subit de nombreuses brimades qui... c'est assez étonnant parce que c'est un... En fait, était si étonnant, c'est un esprit. Il apprenait très très vite. Même en fait, il était doué d'une intelligence supérieure et sans doute et d'un bon caractère. Hein? Intelligence supérieure, bon caractère. Alors on imagine le jeune Zéphirin inapte à saisir les machinations de certains de ses pas partenaires, mais de ces autres moines ou autres supérieurs. On imaginait assez mal qu'ils pouvaient les déjouer. Mais finalement, il est reçu tout de même chez les franciscains et il a adopté le nom d'Éphrem, Éphrem Lompré. Et ce qui l'a rendu célèbre, en tout cas reconnu internationalement, ce sont les études, les recherches très exhaustives qu'il a fait sur cet autre moine franciscain, philosophe, théologien du XIIIe siècle,
l'Écossais Don Scott, qu'on appelait également le Docteur Subtil. Alors pendant 10 ans, Ephraim Lompré a parcouru l'Europe à la recherche de textes, de manuscrits et des inédits de Don Scott. Il a retrouvé 450 manuscrits de Don Scott éparpillés un peu partout dans divers monastères, dont une immense majorité inédits. Alors il a photographié tout ça, il a colligé tout ça, et il a appris aussi à décrypter la science des manuscrits. Mais, très curieusement encore, il a eu à subir... oui, il est devenu universitaire, j'ai oublié, il a été reçu, il a fait ses études à l'université pontificale et il a obtenu les plus hautes récompenses qu'on puisse obtenir. Mais une fois son travail, en fait, après avoir été donc ce grand spécialiste de Don Scott, dont le travail a été salué par cet autre médiéviste d'exception, Étienne Gilson, il a été mystérieusement renvoyé. Rome a mystérieusement mis fin à sa carrière universitaire et il s'est exilé à Paris, où il a passé ses dernières années à restaurer l'école de spiritualité franciscaine. Et il est décédé en France en 1965. C'est assurément l'un des plus grands savants que nous avons eus au Québec, que personne connaît. Moi, j'avais lu son journal spirituel il y a, dans la petite vingtaine, mi-vingtaine, quand je m'étais pris de passion pour la philosophie médiévale et l'art roman en particulier. Mais je m'étais pris de passion en amateur, on va sans dire. Parce que pour être un médiéviste de pointe, il faut maîtriser le grec, le latin et divers autres langues de l'époque biblique, entre autres l'hébreu. Ce que ce savant québécois avait su apprendre et maîtriser. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Et je vous dis à demain. En espérant que cette vidéo-ci, cette fois-ci, parce que je ne me vois pas recommencer une troisième fois, d'autant que la première fois, j'ai dit un certain nombre de choses que je n'ai pas eu envie de répéter. Et je n'avais pas non plus, je n'avais pas offert dans cette première version un survol très, 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 très rapide et superficiel du travail d'Ephraim Lompré. En fait, ça m'a permis de resserrer le propos et de me concentrer sur deux sujets. Comment certains livres peuvent être liés et pourquoi on les relie. Des raisons de pauvreté, des raisons pas d'exiguïté d'espace, parce que ça, bon, je pense que les bibliothèques ont pu être de bonnes dimensions physiques, mais les budgets, la rareté, la pauvreté, parce que ce que raconte son biographe dans son noviciat, dans le noviciat de Lompré, de Ziphirin, eh bien, c'était la pauvreté, la mortification, et des exercices des exercices physiques d'auto-punition, de la malnutrition, des repas rares, des conditions très, très difficiles existentiellement parlant. Alors, il y avait toute cette misère à la fois spirituelle et intellectuelle, une misère assez terrible dont certains romanciers ont pu rendre compte dans ce qu'on a appelé, non pas la littérature du terroir, parce qu'elle faisait l'apologie des vertus paysannes, mais certains auteurs,
comme Albert Laberge dans La Squin nous décrit la vraie difficulté, ou cet autre écrivain, Lefranc, Marie Lefranc, une autrice d'origine française qui est tombée amoureuse d'un auteur québécois et qui n'a jamais, avec qui elle avait eu un échange épistolaire et qui n'a jamais répondu à ses attentes. Marie Lefranc a écrit des romans très durs sur la condition des colons, la vie misérable des Canadiens français. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi.